Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour ce webinaire qui tourne autour de la question humaine de la communication organisé par l'IHET qui nous a habitués à organiser des webinaires intéressants avec des intervenants de qualité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de modérer ce webinaire et je tiens à remercier toute l'équipe de l'IHET pour la confiance qu'ils ont mis en ma personne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Madame Khawla Benraïch, je suis enseignante universitaire et consultante en marketing et communication. Je suis également une ex-députée à l'Assemblée des représentants du peuple et j'ai eu le plaisir de côtoyer les étudiants de l'IHET à plusieurs reprises, que ce soit à travers des webinaires ou des séminaires en classe. Sans plus tarder, je vais avoir également la lourde tâche de vous présenter l'IHET, cette institution qui a été fondée en 1998 et qui est un établissement privé d'enseignement supérieur en Tunisie. Depuis 22 ans, l'Institut des hautes études occupe une place prépondérante dans le paysage des universités de management tunisiennes et internationales. Et tout au long de ces années, l'IHET s'est forgé une forte identité, une réputation solide de responsabilité et de sérieux alliée à une grande ouverture sur le monde, et ce dans le cadre d'une démarche volontariste d'innovation dont l'objectif primordial, bien entendu, reste la réussite de ces étudiants et dans leur intégration également professionnelle future. L'IHET est bien entendu reconnu par la qualité de ses intervenants, comme nous allons le voir aujourd'hui au cours de ce webinaire. Ils ont construit également leur notoriété sur une pédagogie spécifique fondée sur la réussite des études et la construction d'un vrai projet professionnel. L'université, bien entendu, continue à se différencier, à promouvoir des valeurs d'éthique, d'innovation, et d'ouverture sur le monde des affaires, puisqu'elle fait également office de business school. Elle a également une expertise dans un large éventail de formations. Je vais en citer quelques-unes, mais ceci est une liste exhaustive. Donc en comptabilité, en finance, en marketing, commerce international, tourisme, gestion, droit, ingénierie financière, management de la santé, marketing international, management industriel et logistique. Vous pouvez d'ailleurs découvrir toutes ces spécialisations sur le site de l'IHET. L'IHET est également membre de l'Association internationale des universités, de la European Foundation for Management Development, European Association for International Education et Association to Advanced Collegiate Schools of Business. Je vais, pour finir, vous parler et vous dire pourquoi vous devriez choisir l'IHET. C'est une université dynamique avec une bonne réputation. Elle a une réputation de dynamisme, d'ouverture sur l'international et de la collaboration avec les partenaires dont je viens et les réseaux que je viens de citer. L'IHET offre une formation également innovante grâce à un excellent niveau de recherche, la pédagogie innovante qui est adoptée par son corps enseignant et la qualité de ces intervenants. On parle également d'excellence puisque la créativité, les compétences opérationnelles ainsi que les qualités humaines. On parle également d'esprit d'équipe, d'une très bonne communication, de leadership et de créativité qui vont permettre de répondre plutôt aux besoins de l'entreprise aux besoins de l'entreprise dont les étudiants feront preuve. Vous pouvez passer, Inès, s'il vous plaît, au slide suivant. Le respect. L'IHET prône la collégialité et l'esprit de collaboration, le respect des personnes et la responsabilité citoyenne. La rigueur, bien entendu, c'est un facteur important. La rigueur intellectuelle et l'intégrité sont à la base des activités de l'Institut. Et enfin, la pertinence, par l'analyse des tendances et des grands enjeux de gestion et l'offre des formations pertinentes que l'IHET offre à ses étudiants.
Donc aujourd'hui, vous assistez au webinaire intitulé La communication est une dimension humaine avant d'être une dimension technique, et nous avons l'honneur et le plaisir donc de recevoir un intervenant de qualité, Monsieur Al-Arbi Soussi, qui est expert consultant en communication et marketing digital. Monsieur Soussi donc forme et donne des conférences dans les domaines de la communication institutionnelle, de la com de crise, de la com stratégique, en média training, en gestion des réseaux sociaux pour les institutions, les organismes nationaux et internationaux. Il est également donc CEO de Influence Consulting. Il a été conseiller en communication digitale à la présidence du gouvernement de 2012 à 2017 et a 20 ans d'expérience en marketing digital. Donc, vous voyez un CV, une carrière professionnelle bien fournie. D'ailleurs, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sil Arbi pour qu'il nous fasse donc son allocution et nous parle justement de la dimension humaine de la communication. Merci beaucoup, Madame Khawla. Ravi de vous avoir avec moi aussi dans ce séminaire, webinaire plutôt. Je remercie également l'IHET pour m'avoir invité, spécialement Madame Ekram pour avoir vu l'intérêt de ce thème-là et me proposer de le présenter. Sans tarder, je vais partager ma présentation si vous voulez. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez me voir? Là, on voit la présentation, oui. Très bien. Comme vous le savez, hier, nous avons vécu tous ensemble la tragique information de la perte d'un grand symbole du football international, Maradona. J'ai voulu prendre cette information pour vous montrer deux choses. Depuis hier, dans les tweets, vous avez le nom du Maradona au top 10 des tweets qui passent à travers tout le monde. Donc, tout le monde est en train de parler de cette information tragique. En Tunisie également, si on voit les dernières 24 heures qui ont passé, on voit le nom de Maradona qui a été tapé sur Google des milliers de fois et que cette information est en train de circuler partout. On le voyait hier, les gens qui partageaient des photos, des vidéos, les gens qui saluaient, qui citaient les hommages à la personne, qui s'attachaient à son histoire, à ses buts, aux images de ses conquêtes et ses défaites aussi. Ce qui me ramène à dire pourquoi j'ai choisi de vous présenter ça, pour dire que, en fin de compte, avant de parler de ça, hier aussi, le président de la France, Macron, a aussi salué la personne de Maradona, lui a rendu hommage, à tout le peuple du football, à tous les amateurs du football aussi, pour montrer l'importance de cette information et qu'un politicien au sommet de l'État tient aussi à être dans l'espace où parlent ses concitoyens aussi. C'est pour dire que, en fait, nous, les humains, nous s'attachons beaucoup à certaines valeurs qui sont en train de nous suivre depuis que nous sommes là sur Terre. Euh, Nous sommes en famille, dans un tribu entre des amis ou en communauté. Nous attachons énormément à partager nos sentiments, à partager des aspirations,
à partager des idées, à, à essayer de, de passer un message, que ce soit à travers l'écriture, à travers des symboles, à travers des émotions. Tout ça, ça s'appelle communiquer humainement, par l'écrit aussi, parfois, par des objets, par une image. La communication est en train de se véhiculer avec ces outils-là, avec l'art aussi, avec la musique, avec le discours, si on parle politique, avec les gestes, si on parle entraide et communautarisme, ou humanité, tout simplement. C'est pour dire que nous sommes les humains attachés vraiment à cette notion de communiquer. L'humanité n'existait pas sans véhiculer ces moments-là pour transmettre d'abord son savoir. Euh, la pêche, l'agriculture, la science, l'évolution, le modernisme, tout ça s'est passé à travers une communication. Bien sûr, au début, c'était une communication qui suivait un rythme dont les outils étaient naturels, des éléments naturels. Mais petit à petit, l'homme a trouvé des outils pour améliorer cette communication, pour gagner de l'efficacité, pour passer d'une communication peut-être lente à une communication plus efficace, à une communication qui reste dans le temps, durable, à une communication qui peut être qui le suit tout au long de la vie, qui accumule cette connaissance et qui garde l'histoire de ses ancêtres, qui garde ses valeurs aussi. Euh, c'est pour ça que cette dimension humaine de la communication dont on parle aujourd'hui s'est échangée à travers un processus. Et ce processus qui se base sur l'échange est plutôt aussi se transfère d'une manière formelle. On a essayé de formuler une information pour qu'elle puisse être transmise d'un émetteur à un récepteur, d'une personne à une autre, d'un père de famille à ses enfants, d'un patron d'une entreprise, d'un responsable politique, etc. Euh, donc, ces outils ont augmenté cette capacité de communication. Petit à petit, l'évolution nous a permis de gagner en rapidité, de gagner en stockage, de gagner en efficacité, jusqu'à en arriver à la technologie où un smartphone euh, peut porter des millions de photos, des dizaines de vidéos, des messages, de la musique. Vraiment, il est en train de canaliser énormément de différents types de communication, de différents formats de communication en un format numérique qui peut se transmettre, qui peut être partagé, qui peut être nous permettre d'être mobile, à la fois mobile et garder cette notion de communication tout au long de la journée, à chaque moment. On vit dans le live, on vit dans la transparence, on vit dans le direct, comme on est en train de faire aujourd'hui, à travers un petit outil qui s'appelle le smartphone. Ces outils-là, depuis cette création, a montré aussi des craintes. En effet, l'outil devient de plus en plus important. La technologie devient de plus en plus importante. On est en train de suivre ce rythme-là. On essaie toujours de ne pas être en dehors de ce qui se crée de nouveau, toujours à la pointe de la technologie, toujours à la pointe du savoir quel est l'update le plus récent des logiciels, savoir Instagram, Facebook, et j'en passe, LinkedIn, TikTok, etc., etc. C'est tout un arsenal d'outils, de logiciels qui, c'est vrai, augmentent notre capacité de communication, mais qui nous rendent dépendants de la technologie. On ne peut plus maintenant vivre hors ligne. Au contraire, maintenant, on est dépendant de ces technologies.
On ne peut plus, on n'a presque pas de vie privée, surtout après ce passage de la crise de Covid-19. Tout le monde s'est ouvert à la visioconférence. On travaille à distance. On travaille de chez nous, du salon, de la cuisine, d'un bureau, en dehors, dans une voiture. Donc, il y a tellement d'outils qui nous permettent maintenant à tout moment de communiquer. Et ces outils-là exigent de nous un savoir, exigent de nous une maîtrise, une quête pour toujours mieux adapter notre savoir sur les outils. Ce qui dérange dans cette optique-là est que nous sommes en train de perdre ces notions initiales de communauté, de relations humaines, de sentiments, d'approche humain, vers une approche plus de performance et donc plus d'alignement vers les outils. Et les outils commandent maintenant. Les outils nous entraînent vers une logique individualiste. Nous sommes de plus en plus loin. On prend des distances. On choisit un logement individuel. On choisit d'être chez nous et on travaille avec un télétravail. On est de plus en plus isolé. Mais la technologie nous permet de garder cette notion de communication ou l'illusion d'avoir une communication efficace. Or, c'est vrai qu'il change, qu'il change notre manière de penser, notre connaissance, notre transmission de savoir, mais aussi engendre énormément de défaillances. Si on recule un petit peu pour voir comment ça s'est passé avant d'atterrir vers le monde de la technologie actuelle, de cette génération d'interactivité qui sont les médias sociaux. Pour parler des médias de masse, par exemple, l'arrivée de médias de masse a vraiment canalisé cet aspect formel de la communication, puisque on est tous devant la télé, devant un journal, en lisant un journal, en écoutant la radio, on est en train de subir l'information diffusée avec une ligne directionnelle où il y a quelqu'un qui nous transmet des informations, un savoir, une conscience. Donc, cette situation a permis d'extraire une élite qui détient l'information, qui manipule cette information, qui la dirige vers une masse qui absorbe et qui utilise cette information pour vivre, pour consommer, pour avoir conscience, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc, cette communication large est bénéfique pour une minorité et peut-être été utilisée pour la majorité comme un moyen unidirectionnel pour leur montrer un seul chemin. On n'a plus le choix de notre communication, elle est dictée à travers ces médias. Et les exemples de ce genre d'information, vous pouvez la trouver partout où il y a eu des guerres. Je rappelle par exemple CNN à la guerre du Golfe, Al Jazeera à la guerre du Golfe aussi, actuellement, c'est ce qui se passe dans les médias. Tout ça a engendré que nous sommes devenus des sujets qui reçoivent cette communication. On le sait aussi que ces outils-là ont permis à une publicité qui considère le citoyen ou la cible comme un simple consommateur, un budget, il y a de l'argent. Il faut juste lui montrer le produit, lui montrer comment il va l'acheter, il va l'acquérir. Ces outils aussi ont été la source d'une propagande politique et on connaît cette propagande-là quand on parle des dictatures, des guerres froides, des usages d'informations erronées, falsifiées pour canaliser une opinion publique ou idoliser un responsable politique, par exemple. Ces idées à voix unique
falsifient l'opinion, comme on a dit, permettent à une minorité de prendre la parole par rapport à cette origine de la communication qui a été une origine humaine de partage, de vivre en commun, de passation de savoir. D'ailleurs, en 1961, si on lit l'American Marketing Association définir c'est quoi le marketing, on voit parfaitement qu'elle est en train de nous dire qu'il s'agit d'un outil pour satisfaire une demande conditionnée des citoyens pour un objectif de profit. Donc, c'est une vision consumériste où le citoyen est un ensemble de consommation, un budget de consommation uniquement. C'est pour vous dire que cette communication a été canalisée pour un seul diffuseur d'informations qui est le budget, qui est le business, qui est les affaires, qui est ici l'entreprise capitaliste d'une manière générale. Par contre, en 2004, on trouve dans le même journal, American Marketing Association, une autre définition plus intéressante, par exemple. The marketing is an organization function and a set of process for creating, communicating and delivering value. On est en train de parler de la communication à l'intérieur du marketing pour délivrer des valeurs aux consommateurs, pour délivrer une humanité, un humanisme. Et ce consommateur est partenaire, stakeholders. Cette relation change d'un consommateur qui est vu comme un outil de consommer vers un consommateur qui est partenaire d'un processus marketing basé sur une communication qui donne de la valeur, qui exprime les valeurs humaines plutôt, sentiments, art, expression, etc. Si on veut, par exemple, voir certains messages d'une marque très connue, Coca-Cola, que tout le monde connaît, pour faire la différence entre cette notion-là où la communication a été vue juste comme un outil de diffusion d'informations. 1919, c'est une publicité de Coca-Cola où on voit du simple texte écrit sur les vertus de ce boisson-là et ses qualités, où il est vendu, etc. 2010, une autre publicité où la notion d'image, du son, de l'émotion prend l'ascendant sur le message créé et conçu pour les consommateurs de Coca-Cola. On voit pratiquement pas de texte que le titre ou le nom de la marque. Bien entendu, entre 1919 et 2010, il y a eu des passages importants pour cette marque, où on voit, par exemple, dans les années 50, un soldat qui revient saluer cette marque, My Old Friend Coke. On voit dans les années 60-70 la notion communautaire où Coca-Cola ici accompagne des chants, des gens qui chantent, des communautés, des hippies, etc. On voit dans les années 70, Coca-Cola s'affiche avec des citoyens de couleur. Cette évolution de la marque nous dit vraiment combien la vision de la communication change, évolue, gagne peut-être ces titres d'humanité, de valeur tout au long de ce processus de marketing ou de branding pour une marque comme Coca-Cola, par exemple. Maintenant, sans tarder, on peut pour parler de ces médias sociaux, ces plateformes des médias sociaux qui ont prôné le comeback
de la notion d'humanité ou d'humanisme ou humanizing la communication. Ces plateformes-là restaurent-elles la voix du public? Elle introduit-elle vraiment une revalorisation de la communication? C'est vrai que techniquement parlant, à travers ces outils-là, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, on peut parfaitement communiquer, partager d'informations, euh, inverser les rôles, c'est-à-dire au lieu d'écouter quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'on va faire, c'est nous qui prendrons la parole. Au lieu d'écouter une marque qui parle, c'est les consommateurs qui parlent. Au lieu d'écouter un politicien qui parle, c'est le citoyen qui parle actuellement. Il peut avoir sa parole, euh, faire plus de bruit, plus d'écho, plus de réussite que le sujet qui a été l'origine de cette communication. C'est vrai aussi que la stratégie et le processus est différent. Classiquement, avec les médias classiques, on segmentait les marchés, on segmentait les citoyens sur des critères d'âge, des critères de budget, des critères géographiques. Donc, c'est une stratégie euh, où on voyait le marché comme un ensemble de segments et chaque produit il va utiliser la radio, il va utiliser la télévision, choisit le créneau horaire, le contenu, le créneau horaire, l'image à diffuser au moment où ce segment-là euh, est confronté à ce média-là, contrairement à l'approche digitale où on se focalise plutôt sur le profil de l'individu, où on peut segmenter ou ne plus parler de segments classiques, on parle maintenant de profil et de communauté de profil, c'est-à-dire on s'intéresse euh, à la qualité d'individu, son comportement, euh, ce qu'il diffuse sur Internet, ce qu'il partage, ce qu'il écrit sur Facebook, ce qu'il like, ce qu'il commente, ce qu'il préfère. Donc, on a une banque d'informations large qui nous permet euh, de, euh, de créer ou de réorganiser cette population, non en enseignement uniquement à travers l'âge, mais à travers des valeurs, à travers une intention, à travers leur activité quotidienne, ou leur centre d'intérêt plutôt, ou leur manière de voir les choses, de voir le monde. Et c'est pour cette raison aussi que les stratégies actuelles prennent en, prend en considération ces caractéristiques-là des citoyens pour créer des marques plus proches, des marques qui peuvent euh, entrer en conversation avec les citoyens, entrer dans une approche plus, plus conjointe, plus proche, qui comprend le plus qu'est-ce que les citoyens actuellement pensent, quelles sont ses craintes, quelles sont ses ambitions, quels sont ses rêves, et peut intervenir dans ses choix, dans ses comportements et dans ses rêves. Euh, une autre définition qui a paru en 2008 par Kotler et Keller, qui parle que maintenant que le marketing offre plutôt un échange libre entre services et produits, entre unités productrices et unités consommatrices. Cet échange-là, c'est vraiment le marketing actuel ou la communication actuelle dont nous vivons. Ces technologies, c'est vrai, qui nous ont permis d'aller très loin dans la compréhension du comportement humain, nous posent aussi des problèmes. Le premier problème reste le technicisme,
cette tendance à privilégier la technique dans tous les domaines, et on parle actuellement dans le domaine de la communication et de marketing, c'est-à-dire que si on parle à un chef d'entreprise ou à un responsable, il te dit oui, j'ai un site web, j'ai une page Facebook, j'ai un Twitter, j'ai des vidéos sur Internet, le monde est beau, ça y est, j'existe en ligne. Si tu parles à un politicien, il te dit oui, je peux faire un selfie et je communique. Si tu vois euh, euh, un, un établissement ou un organisme, ils vont dire aussi, voilà, nous avons toute l'amalgame, tout le catalogue des outils est actuellement dans entre nos mains. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe qui domine, ce réflexe de technicisme, c'est-à-dire euh, d'acquisition des techniques euh, pour bourrer ces outils-là d'un contenu qui n'est pas réfléchi, d'un contenu dupliqué souvent, les mêmes messages, les mêmes images, on la trouve partout, euh, ce qui engendre que, euh, ce qui engendre que le, le, le problème reste concentré sur comment on va maîtriser le plus ces outils-là, quel est le moyen qui nous permet de mettre à jour rapidement ces moyens. D'ailleurs, vous le constatez à travers cette évolution rapide de l'intelligence artificielle, par exemple, des banques d'analyse, des outils qui nous permettent de, de mieux aller vers l'utilisateur, de mieux, de plus diffuser rapidement vers l'utilisateur. C'est une quête de diffusion et de contenu mis en ligne. Le problème aussi dans ces technologies est que dans nos sociétés, on cherche pratiquement maintenant à être dans le partage, dans l'existence de communautés, dans l'apprentissage de nouvelles technologies et non pas dans l'approche humaine qui nous permet d'écouter plus le citoyen, d'écouter plus notre cible, d'apprendre de cette cible-là comment il préfère, euh, comment il préfère, comment il préfère qu'on parle avec lui, quel est le vocabulaire qu'il choisit, quelle est la narration qu'il préfère, quel est le discours qu'il sélectionne, quelle est sa situation actuelle, quelle est sa psychologie actuelle pour pouvoir l'approcher d'une manière plus efficace et pertinente. Certainement que vous êtes affronté quotidiennement à Facebook, cette planète, cette country qui domine le monde actuellement avec plus de 1 650 000 citoyens, entre guillemets. Mais on voit aussi malgré cette tendance de technicité qui domine, on voit ces dernières années, pratiquement ces 10 dernières années, une requête d'humanisation, surtout pour les brands, pour les marques, qui sont en train de nous offrir, surtout les grandes marques, des moyens pour sentir que ces marques-là sont des marques qui nous partagent nos sentiments, qui sont quelque part en relation avec nous, qui nous voient grandir, qui nous voient vieillir, qui pensent à notre bien-être, qui pensent à notre santé, qui sont en peur pour notre salut. Et ces marques-là, on le voit par exemple en 2018 une campagne de Total pour le contenu africain pour montrer qu'elle soutient la communauté africaine
dans le Coupe du Monde de football 2018. Une grande vidéo a été diffusée pour, pour me montrer des gens qui sont en train de voir des matchs de football chez Total, à la station Total. La station Total, qui est une station de vente d'essence, d'énergie, devient un espace de vie, un espace où on partage les joies, un espace où on partage l'émotion et les émotions du football. C'est comme ça que cette marque-là a essayé ou a travaillé pour approcher, dans un moment bien déterminé, dans un grand événement qui est le football, approcher ces cibles pour leur dire que voilà, je suis maintenant un espace, n'est pas un espace où vous venez uniquement pour acheter un produit, mais pour y vivre et y rester et partager avec nous vos émotions. Aussi, tous ces produits qui sont en train de prendre la main et dirigent vraiment le business électronique. Je prends l'exemple de Uber, cette application de taxi, de mobilité, qui vraiment est en train ou a vraiment changé la notion de déplacement. Uber, un simple logiciel, une simple application avec lequel l'utilisateur gratuitement peut choisir le véhicule qui va le porter d'un endroit à un autre. Il n'est pas obligé d'attendre un bus, d'attendre un taxi de chez lui. Il peut commander, il peut partager, il peut choisir, il peut noter, il peut même euh, euh, sélectionner le type de voiture et des personnes qui va le ramener d'un endroit à un autre. Il peut même voyager maintenant et parcourir le monde à travers son smartphone et à travers un logiciel qui s'appelle ou une application qui s'appelle Uber. Euh, Ce monde de mobilité aussi a poussé les grandes marques comme Seat à concevoir des voitures de futur, des voitures qui ne sont plus des voitures uniques pour un usage individuel, mais des voitures partagées. On revient à la notion du partage qui a été perdue tout au long du processus de communication et l'évolution des outils. On revient à la notion du partage, cher à l'être humain, proche de l'être humain. Cette notion de partage qui, qui envisage que la voiture du futur, c'est une voiture intelligente et partageable. Je ne suis plus obligé d'acheter une voiture et dépenser tout cet argent-là pour conquérir, pour avoir une voiture. J'ai euh, juste à utiliser un téléphone ou un smartphone pour avoir un logiciel qui me permettra de choisir quelle voiture je dois partager aujourd'hui, avec quelle personne, et puis le tour est joué. Donc, l'achat de voiture dans le futur ne sera pas quelque chose d'émancipation pour l'être humain, parce que se déplacer ne sera pas tributaire d'avoir une voiture, mais d'avoir un smartphone. Également, Airbnb a aussi bousculé la notion d'hébergement. On n'est plus obligé maintenant de voyager et trouver une chambre d'hôtel. Mais à l'usage d'Airbnb, on peut choisir des endroits plus intéressants, plus authentiques, avec un échange d'expérience avec une autre personne, avec des familles, avec d'autres cultures. Donc, on est en train de revenir aussi aux notions de tribune, notion de famille, en notion d'amis, de communauté, sans dépenser plus d'argent. Donc, on voyage, on s'héberge, on rencontre des gens à travers ces outils-là et on revient petit à petit à des notions d'humanité, d'humanisme, une dimension qui revient rapidement et euh, euh, la, envahit la manière classique de faire du business dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, dans la restauration, dans le déplacement. Également, la notion de raconter des histoires.
L'histoire était toujours un outil avec lequel l'humanité transfère des connaissances de génération en génération. L'humanité trouve dans la narration, l'histoire, des explications de ce qui se passe dans le monde, des concepts, des valeurs, des héros, des personnalités. Toute l'humanité ou l'histoire de l'humanité est basée sur ce patrimoine historique. Et l'histoire, cette narration nous accompagne aussi avec les marques qui reviennent sur des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'évolution de l'être humain pour dire, voilà, nous sommes encore dans cet alignement des personnes qui ont vraiment changé notre vie. Le monde politique également, euh, je parle par exemple de la campagne 2008 de Barack Obama, Yes We Can, où il a parlé de son programme Healthcare avec une vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu, avec une vidéo qui ne parle pas vraiment de quoi, de quoi ce programme est conçu, mais il parle pourquoi il veut être un président, pourquoi il a choisi cet itinéraire, quelles sont ses valeurs d'origine. Euh, Écoutons-le pour comprendre cette notion de storytelling dans la politique où un candidat ne raconte plus son programme à travers des statistiques ou des données, des chiffres, mais à travers son histoire, son propre vécu, à travers son aspect humain, ses craintes, ses rêves, ses ambitions pour lui et pour toute la nation qu'il. Si je me permets d'intervenir parce que nous n'avons pas le son de la vidéo. Malheureusement, le son ne passe pas, donc on ne voit que les images. Alors, je pense qu'il y a un problème de connexion avec Silarbi. Donc, il a un problème de connexion. On va attendre qu'il nous rejoigne à nouveau. Entre-temps, je profite pour vous dire donc que vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions et vos remarques si vous en avez. Comme ça, si l'Arbi, dès la fin de son intervention, donc, pourra y répondre et interagir avec vous. Je profite aussi de cette petite coupure inopinée, donc pour vous annoncer également un autre événement, donc un autre webinaire qui se déroulera le 4 décembre.
avec Dr. John Paul Rowley, et dont le thème sera le leadership de Obama donc à Biden, hein, le nouveau président des États-Unis. Donc, ce sera également le 4 décembre. Les détails de ce webinaire seront également bientôt affichés et annoncés donc, sur les pages de l'IHET. Nous attendons toujours que Sil Harbi donc, se reconnecte et finisse. Donc, je pense qu'il est en train de nous rejoindre. Donc là, c'est le webinaire, l'événement donc du 4 décembre. Hein, ce sera le 4 décembre à 14 h. Donc, un webinaire très intéressant où on va parler de leadership, donc des présidents donc, des États-Unis. Ce sera également diffusé, bien entendu, en live sur la page de l'IHE Tunis, donc le 4 décembre 2020 à 14 h avec un intervenant de qualité et un thème très, très intéressant donc, qui parle du leadership des présidents des États-Unis, donc de Barack Obama donc, à Joe Biden, fraîchement élu. On attend encore que Sil Harbi nous rejoigne. Apparemment, il aurait un problème de connexion. Donc, il nous parlait justement de la dimension humaine de la communication, des différentes techniques de communication adoptées aujourd'hui donc, par les entreprises, par les politiciens, par nous en tant que consommateurs de cette technologie. Donc, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires, des questions si vous en avez pour Sil Harbi. Comme ça, il pourra interagir avec et y répondre dès la fin de son allocution s'il arrive à nous rejoindre à nouveau. Donc, on va attendre quelques petites minutes. J'avais également des questions pour Sil Harbi par rapport également à son intervention qui était très intéressante, très instructive notamment. Il a parlé donc de la fatalité de la digitalisation, hein, comment aujourd'hui on ne peut plus rien faire donc sans les outils de communication digitale, sans les réseaux sociaux. Et il a dit que dans certains moments, autant ces outils-là donc pouvaient nous permettre de personnaliser nos messages, d'interagir entre nous en temps réel, de réduire donc les distances géographiques et physiques, autant aussi ça pouvait manquer d'un aspect donc humain et humanitaire, puisqu'on se retrouve face à des messages un peu standards, puisqu'on est chacun dans son coin. Donc, on n'a plus aussi cette même forme de communication, puisque la communication directe a cette faculté d'être chaleureuse et d'être de proximité. Malheureusement, on me dit qu'on n'arrive pas à joindre Sil Harbi, donc j'ai le regret de ne pas pouvoir lui poser mes questions, de ne pas pouvoir donc écouter la suite de son intervention. On ne va pas vous retenir. Ah, il est de retour, très bien. Il passe une connexion. Retour, il n'y a pas de problème. Donc, the floor is yours. Ah, je suis revenu. Hein. Marhaba. Ben, oui, nous sommes. Alors, on était au speech de Barack Obama et malheureusement, on n'entendait pas le son de la vidéo. On ne sait pas si c'est à cause des problèmes de connexion. Peut-être. Donc, si vous voulez passer à la partie suivante, il n'y a aucun souci. C'est comme vous voulez. Madame Khawla, تسمع فيا؟ Oui, je vous entends. Ok. Alors, on a perdu à nouveau Sil Harbi. C'est bon, il revient. Alors, les aléas du direct, bien entendu, et les problèmes donc de connexion. Donc, Sil Harbi nous rejoint à nouveau. C'est bon, Sil Harbi, vous nous entendez et nous voyez?
Allô? Oui, on vous entend, Sila Harbi. Vous pouvez Oui, continuer. Kamel Mela. Oui, Je vais allez-y. être plus rapide pour pouvoir continuer rapidement. Mais je suis أكثر. Excusez-moi, la connexion a عملتها بيا. Ah bah, ça arrive. Ça arrive Donc, à je tout le monde. parlais des campagnes politiques d'Obama, de Bernie Sanders, qui vraiment, ils ont utilisé leurs histoires, leurs propres histoires pour passer des messages et des valeurs pour dire que nos programmes sont issus de ce que nous avons vécu et ce que nous avons vécu nous rapproche, nous rassemble des citoyens qui nous ont ramenés ou nous, peuvent nous ramener euh, au pouvoir. حبيت ناخذ Alors, la connexion lui joue à nouveau de mauvais tours à Sila Harbi, malheureusement. Donc, on n'arrête pas d'être coupé. Je ne sais pas s'il va pouvoir nous rejoindre assez rapidement. J'espère que oui. Alors, on a perdu le contact avec Sila Harbi. J'essaye de vérifier s'il va pouvoir nous rejoindre et finir sa présentation ou si on va devoir malheureusement conclure pour ne pas vous retenir plus longtemps hein, cet après-midi ensoleillé, que vous puissiez profiter donc de ce qui reste de la journée avant le couvre-feu. Malheureusement, je n'arrive pas à voir Sila Harbi, donc je pense que nous allons malheureusement et avec un grand regret conclure cette session et ce webinaire, bien que le thème aurait été très très intéressant, que j'avais moi également donc certaines questions et certaines interactions avec Sila Harbi, notamment avec concernant la dimension justement humaine de cette communication, si nous ne sommes pas, si on n'est pas vraiment en train de perdre justement cette dimension humaine à cause de la communication, de la digitalisation, de la facilité qu'on a aujourd'hui à utiliser donc ces réseaux sociaux et ces moyens technologiques, si la technologie n'est justement pas en train d'un peu entre parenthèses donc nous aliéner. Donc, nous allons rester sur cette note de questionnement. J'espère que l'IHET nous organisera notre webinaire pour justement y répondre, pour en débattre, pour voir ensemble justement comment là, justement, là, les nouvelles technologies et la communication interpersonnelle peuvent faire bon ménage, peuvent conserver justement cette dimension humaine et ce rapprochement entre nous. Également, j'aurais souhaité qu'on en parle aussi dans le cadre de l'entreprise, puisque nos étudiants demain vont se retrouver dans le marché de l'emploi, vont utiliser ces nouvelles technologies, comment aussi garder une dimension humaine dans le cadre des entreprises, alors qu'aujourd'hui aussi, hein, et à cause du Covid, nous sommes en train de basculer de plus en plus donc au télétravail, au travail à distance. Donc comment les dirigeants des entreprises, comment vous étudiants et futurs peut-être entrepreneurs, futurs employés, vous allez donc pouvoir garder, interagir avec vos collègues, vos supérieurs, peut-être vos fonctionnaires et vos employés, tout en gardant cette dimension humaine. Comment vous allez demain pouvoir gérer justement et gérer votre communication de crise. Hein. Il faut savoir que le Covid a été une grande
grande crise, une crise mondiale, que cette crise a été gérée à plusieurs niveaux et de plusieurs manières, et par les entreprises et par les gouvernements, tout en essayant de garder cette dimension un peu humaine, ce rapport humain, malgré qu'on se parle par écran interposé. Et ce webinaire aussi en est un parfait exemple. Donc, j'espère que nous aurons d'autres occasions pour en parler. Je remercie les étudiants, le corps enseignant de l'IHET, les anciens étudiants aussi de l'IHET que j'ai vu poster des commentaires par rapport à ce webinaire, pour votre temps, pour votre attention, et j'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir et d'échanger avec vous dans les plus brefs délais. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous. Je remercie encore une fois l'IHET pour cette initiative, Sila Arbi également, Sila Arbi aussi pour son intervention et son allocution au cours de ce webinaire, et vous dis à très bientôt. Je vous remercie.